Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode PLT. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Paul Linel. Paul, merci de ton accueil. Merci à toi. Donc on est à l'atelier du chronographe, je suis resté en Moselle. Ça me fait plaisir, j'ai pas eu beaucoup de kilomètres à faire. Ouais. Donc Paul, ça me fait aussi énormément plaisir de parler avec toi parce que j'ai fait, si tu veux, dans les épisodes, les créateurs. Donc j'étais en amont, les gens qui voulaient créer, qui avaient la démarche de projet. J'ai vu avec Olivier la construction, le mouvement, enfin la prototypie. Et là, toi, tu es vraiment sur la partie, la troisième partie, c'est le SAV. C'est ça. Et ça, c'est cool parce que SAV, j'en ai pas. Tu es le premier et en plus, tu es sur les réseaux. Ouais, donc, tu as un compère youtubeur, on va dire ça comme ça. Donc, je vous mets le lien de la chaîne de Paul et son Instagram en description parce que tu postes quand même des fois des vidéos sur ce que tu fais. C'est ça, ouais. Donc, les révisions, enfin, on va y Techniquement, venir, les explications techniques. On va y venir un peu. Donc, regardez dans la description si jamais vous voulez voir des infos pour ceux qui aiment en tout cas bricoler leur montre. Tu donnes quand même pas mal de tips, mais on va en parler un peu de tout ça. Bon, dans un premier temps, est-ce que tu peux un petit peu te présenter quand même? Parce que moi, je te connais, mais je pense que les gens qui vont regarder l'épisode ne te connaissent pas forcément, peut-être de ta chaîne, mais est-ce que tu peux donner un petit peu d'infos sur toi? Oui, je m'appelle Paul Linel, j'ai 38 ans, et je suis le créateur de l'atelier du chronographe. Donc, je suis installé à Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Ouais, j'ai dit en Moselle. Ouais, mais c'est pas grave, c'est l'habitude, t'es pas loin. C'est la Lorraine. C'est ça. Donc je suis situé entre Metz et Verdun à peu près, pour situer. Et j'ai monté mon atelier en 2017. Ouais, c'est ce qu'on se disait, ça fait 7 ans là. Ça fait 7 ans, ouais, ça fait la 7e année. Donc moi j'ai fait l'école de Morteau. Donc je suis parti à 15 ans, en 2001, à l'école de Morteau. Donc j'ai fait un CAP pendant 2 ans. Ouais, voilà, toi, tu es vraiment horloger de base. Études, enfin, t'es pas une reconversion comme on peut le voir des fois souvent. Toi, tu t'es dit direct. Moi, c'est dès la sortie de la 3e, j'avais envie de faire ça. Donc CAP pendant 2 ans et après un bac professionnel pendant 2 ans encore. Toujours, enfin, tout ça, c'est à Morteau? Tout ça à Morteau pendant 4 ans du coup. Et je suis sorti avec le bac pro avec une mention. Donc j'ai eu une mention au bac. Félicitations. Merci. Félicitations. C'était il y a assez longtemps. Et après le bac pro, donc moi j'avais plusieurs possibilités. Je pouvais soit continuer mes études avec à l'époque c'était le DMA, donc le diplôme métier d'art. Ah, c'est ce que tu disais, ce qu'Olivier a fait à l'époque. Voilà, ce qu'Olivier a fait, voilà, que Olivier faisait le DMA quand moi j'étais en CAP. Donc on doit avoir 4 ans d'écart avec Olivier. Ouais, il est plus vieux. Ouais, un peu plus vieux. Ça se voit au niveau des cheveux, il est plus vieux. Mais je m'en souviens de lui, quand je l'ai revu dans les vidéos, je suis lui, je le connais. Et effectivement, mais il avait fait... Donc DMA, c'est diplôme métier d'art. Ça, c'est une spécialisation que tu peux faire. De bac plus 2, qu'on faisait. Okay. Mais qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, ça a été remanié. Ils appellent ça le DNMed, c'est le niveau bac plus 3. Donc, ils ont fait un mix. Ils ont fait c'est un peu évolué. Et donc moi, le DMA, je ne l'ai pas fait. J'ai été pris et j'ai fait 1 semaine de formation pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai vu que ça ne me plaisait pas, que je ne voulais pas continuer parce que finalement le milieu scolaire est très éloigné du milieu professionnel à l'établi. Ouais, c'est un peu partout. Voilà, ça. Ouais. Et refaire 2 ans en plus, je ne vois pas ce que ça m'aurait apporté de plus. Et donc je suis parti et moi j'ai toujours voulu travailler dans le SAV. C'était vraiment la réparation. Parce que c'est vrai que l'horlogerie c'est un peu un métier à tiroir, il y a différentes possibilités de travail. Ouais, c'est ce qu'on disait, tu as plein de possibilités. Plein de possibilités. On peut travailler soit en industrie, c'est là où on va dire 90% des formés vont travailler. Donc ça peut être l'industrie principalement en Suisse, mais aussi une industrie en Allemagne un petit peu, avec Glashütte. Ouais. Et puis une industrie un petit peu en France aussi, qui est un peu plus réduite. Ouais, c'est Besançon. Voilà. Besançon, c'est ça. Besançon, Morteau, voilà, il y a un petit peu. Et puis un petit peu au Japon aussi, parce que l'industrie japonaise est très très présente. Mais voilà, le gros, ça reste quand même en Suisse. Et là, moi, j'ai jamais voulu travailler en industrie parce que c'est quelque chose de très routinier, très répétitif. Ça m'a jamais trop attiré. C'est un peu la chaîne. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qu'on peut en avoir. C'est ça. Puis c'est des grosses structures et moi, je suis très solitaire, un petit peu casanier. J'aime bien être dans mon coin, dans mon élément. Et j'ai toujours voulu travailler dans la réparation parce qu'aussi c'est très varié. Ouais, t'es un peu plus touche à tout que quand t'es pieds et poings liés avec une marque, tu sais que t'as tel modèle que ça va pas changer. C'est ça, voilà. Donc la réparation, on fait quand même beaucoup de choses variées. Il n'y a jamais une journée qui est pareille. On fait jamais la même montre à la suite. Puis on va faire aussi du conseil à la client, faire un petit peu de vente, aider les vendeurs, vendeuses quand ils ont besoin. Ouais, t'es multicasquette. Voilà, on fait les devis, on appelle les clients. Puis c'est ce qui me plaisait, c'était ce côté très, très varié. Donc moi, je sortis d'école, j'ai tout de suite commencé à travailler en SAV et pour le réseau Rolex. Donc j'ai commencé à travailler à la bijouterie Rolex de Clermont-Ferrand. D'accord. Voilà. Donc tout de suite, je suis sorti de l'école finalement
Mais ça a été une volonté d'aller bosser sur Rolex finalement, où tu t'es dit, tiens, c'était l'opportunité quand tu es sorti d'école? Alors ce qui s'est passé, c'est ça aussi qui est très intéressant à dire pour les jeunes qui veulent se former au métier d'horlogerie. Ouais, ou même ceux qui font des reconversions. Même ceux qui vont faire des reconversions. Alors moi, j'ai remarqué un petit peu, justement, pour faire la vidéo, là, j'ai regardé un petit peu les offres d'emploi en France qu'il y avait. Donc je suis allé sur Pôle emploi, je tapais horloger. Et j'ai regardé, et finalement, il y a très très peu d'offres. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, voilà. Et moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand je suis sorti de l'école, j'avais tapé horloger, il y avait beaucoup plus d'offres. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était souvent le SAV Rolex qui dominait au niveau du marché de l'horlogerie en France. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y avait une boutique qui vendait des Rolex, Rolex France imposait un atelier agréé avec un horloger qualifié. Oui, ils étaient obligés d'avoir un certain matériel, etc. Bon, on y reviendra pour justement toi, tes accréditations. Mais c'est vrai que quand on en discute, les vidéos que je fais chez Janton, ils ont à l'étage un atelier et ils ont encore les machines effectivement qui étaient imposées par Rolex. Ouais, c'est ça. Ça, c'était la politique. Donc du coup, il y avait à l'époque, il y a 20 ans, il y avait 130 points de vente Rolex. Donc il y avait 130 postes d'horloger Rolex. C'était obligatoire. Une boutique qui voulait vendre du Rolex, il était obligé d'avoir un atelier avec un horloger qualifié. Donc il y avait toujours des offres. Moi, je m'en souviens, à l'époque, il y avait toujours en permanence sur Pôle emploi 4-5 offres, des retraites, des gens qui déménageaient, etc. Il y avait toujours des offres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des ans, le réseau Rolex s'est totalement réduit. Ils ont récupéré le SAV à leur niveau. En partie, c'est vrai, en partie, mais ils ont quand même beaucoup de boutiques. Mais on est passé de 130 boutiques à 60 boutiques. Donc on a divisé par 2 le nombre d'offres d'emploi. Donc quand j'ai commencé à travailler, finalement, les offres d'emploi, c'était principalement pour du réseau Rolex. Parce que les boutiques étaient obligées d'avoir un atelier. Et les boutiques qui ont arrêté les concessions Rolex, parce que Rolex a fermé beaucoup de points de vente, et ben là, souvent les boutiques ont arrêté leur SAV. Donc il y a moins d'offres d'emploi qu'à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes, même quand tu vas dans une grande boutique, comme tu le dis, à part peut-être des fois changer un maillon, toi changer, alors comme ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que toi finalement, toi par exemple le changement de maillon, ce qui m'a donné un petit coup de main pour une petite craie d'or, tu m'as dit, moi je le fais quasiment pas, parce qu'en fait c'est fait en boutique quand les gens achètent le bracelet. C'est ça, mais finalement, c'est vrai que des fois c'est quoi? C'est un petit polissage, il n'y a plus vraiment de grosses actions SAV comme toi tu as pu le faire à l'époque sur Rolex aujourd'hui, quoi. Ça, c'est, en boutique, l'horloger, il n'a plus cette valeur ajoutée ou cette, on va dire, ce poste aussi clé que tu pouvais avoir avant, que toi tu retrouves finalement ici quand tu es en SAV indépendant. Ouais, tout à fait. Ouais. Le monde du SAV a beaucoup évolué. Puis à l'époque, comme il y avait beaucoup de points de vente Rolex, il y avait beaucoup d'horlogers, donc il y avait. Et puis souvent les bijouteries qui faisaient Rolex, elles faisaient aussi d'autres marques, Breitling, etc. Omega. Donc ils avaient, pour rentabiliser leur SAV, ils avaient tout ça. Et puis maintenant, le SAV, ça les embête. Les bijouteries, j'ai l'impression, ils veulent plus trop s'embêter avec ça. Donc ils sous-traitent, ils envoient directement. Rolex, tu vois, ils ont créé leur truc pre-owned là. Donc eux, ils recertifient la montre, etc. Si tu veux, c'est un petit billet qui rentre chez eux et qui rentre pas chez toi. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Ouais. Donc toi, tu as fait ça. Donc clairement, tu fais ta partie du coup. Je travaillais un petit peu là-bas. J'ai commencé là-bas. Après, j'ai travaillé sur Bourges. Toujours en position Rolex, voilà, je suis remonté. Après, je suis redescendu dans le sud. Donc j'ai travaillé. Après, j'ai changé un petit peu de voie. Je travaillais dans l'usinage de précision. J'ai travaillé un tout petit peu dans une boîte qui faisait des outils de microchirurgie. Donc ils cherchaient des profils type horloger parce qu'on est travaillé sous binoculaire et puis il faut les limer, ajuster, limer. Voilà, très précis. Ça, je l'ai fait un petit peu de temps, mais c'était vraiment très éloigné du métier d'horloger finalement. C'était aussi très répétitif parce qu'on faisait des plateaux de 50 pinces de microchirurgie. C'était un peu rébarbatif, mais c'était très intéressant parce qu'on a vu les affûtages des outils, les trempes. Tu faisais de l'anglage presque. Ouais, non, c'était pas aussi précis que ça, mais c'était effectivement les pinces, il fallait parfaitement les ajuster, que les ciseaux s'ajustent bien. Après, il y avait de la soudure parce qu'il fallait souder les ressorts, les polissages des pinces, enfin les. Ouais, ça a dû te servir aujourd'hui. Ouais, c'est des choses qui ont dû rester. C'est très intéressant, c'est très intéressant. En fait, ils cherchaient des profils, je l'ai fait un petit peu pour la curiosité. Et puis après, je suis arrivé en Lorraine. Donc à l'époque, tu as travaillé chez Hardy. Ouais. C'est ça, tu es arrivé sur Metz. C'est ça, j'ai travaillé pendant 7 ans chez eux. Et après, direction, et après, on va dire l'indépendance. Voilà, après j'ai envie de changer de voie parce que c'est pareil, il y avait une routine qui se mettait en place. Finalement, c'est vrai que quand je bossais chez Hardy, je vois par exemple des Meuse 21, par exemple, des services partiels sur les Meuse 21, j'en faisais à l'appel. Des quartiers Meuse 21, des montres qui sont vendues énormément.
À la fin, j'avais même plus besoin de chercher les références des joints, je les connaissais par cœur. Des chronomètres. À l'arrivée, tu savais déjà le problème. Tu dis, bon, c'est la 8e, c'est encore une fois ça. Les chronomètres Breitling, on en faisait à l'appel, des Navi Timer aussi. Il y avait plus ce côté nouveauté qu'on peut avoir, qui me plaît aussi, découvrir des nouveaux produits. Ouais, puis t'as pas un mec qui va t'amener une montre un peu particulière, tu te dis de toute façon c'est les montres de la boutique, parce que c'est les marques qui sont vendues. Ouais, c'était principalement ça. Bon après, chez Hardy on faisait quand même beaucoup de marques, hein. On faisait Gégère, Cartier, Breitling, Omega, Longines. Oui mais t'as vite fait le tour quoi. Ouais, à la fin il y a quand même une routine qui se mettait en place, et puis c'était devenu aussi une grosse bijouterie. Moi, quand j'y suis rentré, c'était très familial. Et puis, le marché de l'horlogerie étant ce qu'il est, ils ont dû beaucoup évoluer, etc. Ils sont agrandis. Moi, je me retrouvais plus tellement dans ce monde-là, ce monde très convivial que j'avais connu au départ. C'était devenu des grosses bécanes. Et du coup, je suis arrivé à une certaine maturité. Souvent, en Suisse, ils disent ça, il y a la maturité professionnelle. Oui, non, mais c'est clair. Tu as vu ce que tu avais envie de vivre, tu te dis, j'arrive à un âge charnière, est-ce que je change ou pas ? Tu l'as fait tôt quand même. Hein. Ouais. Parce que si ça fait 7 ans que j'avais un peu plus de 30 ans. 30 balais. Ouais. Mais c'était très intéressant parce que j'ai pu faire les formations chez Breitling à Besançon, chez Rolex à Genève. Les formations Rolex Daytona à Genève, c'était des super formations. J'ai pu aller visiter le siège mondial à Genève. Rolex, c'est absolument génial parce que j'ai pu rentrer dans des endroits qui sont totalement fermés. Hein. Ce Rolex, c'est une véritable banque. Hein. Je veux dire, on ne rentre pas comme ça. J'ai pu faire les formations chez Cartier, chez Omega. T'as pris tous les avantages du background de formation que tu as pu avoir. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai les acquis pour et je peux faire un SAV de qualité sur eux, finalement. Les produits, on les connaît parce que c'est vrai que chez Hardy, il y avait les marques les plus connues. Rolex, Breitling, Omega, enfin ils avaient quasiment tout, IWC, Donc il y a juste des marques que je connais pas, par exemple Belleros par exemple, ça c'est une marque que je connais beaucoup moins. Le jour il y a un client qui m'en a amené une, moi j'ai dû un peu chercher comment l'ouvrir parce que c'est un peu particulier. Mais après j'ai quand même eu énormément d'acquis grâce à ça. Tu peux pas tout voir non plus. Non, on peut pas tout voir. C'est comme pour tout. Mais en tout cas, je veux dire, effectivement, tu avais quand même acquis pas mal de compétences, donc tu t'es dit, tu t'es lancé, ça fait 7 ans maintenant. Voilà, et puis du coup, envie de faire autre chose, c'est-à-dire faire de l'horlogerie ancienne, qu'on ne fait pas en boutique. Oui, parce que là, on a coupé les horloges. Sinon, ça n'arrête pas de sonner. Parce qu'il y en a une paire, t'en as au moins 15 ou 20 au mur. Là. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, l'horloge ancienne, c'est pas que les horloges. Non, c'est aussi les montres anciennes. Dire que ça sonne. Mais oui, la pendulerie. Alors, c'est vrai que la pendulerie qu'on ne fait pas. Et puis, le fait de travailler comme moi, c'est encore une autre façon de voir l'horlogerie. Parce que moi, ce que j'ai fait pendant à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire l'horlogerie SAV affiliée à des marques en boutique. Et puis il y a ce que je fais actuellement, qui est l'horlogerie réparation, restauration de pièces plus anciennes, où là c'est une autre façon d'appréhender le travail, c'est une autre façon de travailler. Quand on va travailler sur par exemple, une vieille Longines, par exemple, vous pouvez voir des pièces cassées, une Longines des années 60, les pièces sont plus disponibles. Ouais, c'est ça, tu as de la recherche de pièces, comment je vais pouvoir faire, est-ce que je peux substituer la pièce à une autre ? La réparation. Puis du coup, tu as des échanges avec le client qui sont peut-être un peu différents, de dire, je vous ai changé le bracelet, ça fait tant quoi. Ouais. Alors, c'est un peu plus poussé que ça. Hein. Là, par exemple, j'ai fait pour un très bon client à moi, une vieille Longines mécanique qui avait un pivot qui était cassé, un pivot de roue, donc j'ai dû... la roue était épuisée, impossible à trouver, donc j'ai dû réparer la roue, donc elle est repercée à 0,2 mm et elle est rechassée un tigeron en acier que j'ai repoli pour remplacer le pivot qui était cassé. Ouais, t'as refait la pièce. Ouais, j'ai réparé la pièce. Ça, c'est une autre façon de travailler que l'on n'a pas en boutique. En SAV boutique, on ne va pas faire ça. C'est-à-dire qu'on a des protocoles, on suit les protocoles des marques. Rolex dit on fait comme ça et on ne sort pas du cadre. Il n'y a pas cette... Oui, tu n'as pas cette petite liberté. Voilà. Là. Pour le coup, tu viens, tu te dis, tiens, je vais un peu plus loin que ce qu'on me demande, et du coup, tu vois effectivement... Voilà. Quand moi, je travaillais chez Rolex, par exemple, Rolex, on me disait, voilà, tel monde vous les faites, parce que les fournitures sont disponibles, et à partir de tel numéro de montre, on ne peut plus les faire. Donc, si la pièce est cassée, la question ne se pose pas, parce que... Oui, c'est fermé, il n'y a pas. Donc, moi, c'est différent. Chez moi, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que moi, le client, il vient avec une montre qui est totalement rouillée, un tas de rouille ou qui est passée sous un camion, je peux quasiment tout refaire. La seule limite, c'est le prix. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Moi, je peux tout refaire. Moi, si vous êtes prêt à payer 4 000 € pour une montre qui en vaut 50, moi, je peux le faire. Hein. Après, il y a l'intérêt économique qui n'est pas justifié. Mais c'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon d'appréhender les choses.
c'est encore plus varié parce que voilà, je fais, comme je disais, les horloges, la pendulerie, qui est aussi une autre facette de l'horlogerie, qui est différente des montres. C'est la même logique finalement, mais c'est pas les mêmes outils. C'est les outils pour les pendules, les outils pour les montres. Donc c'est pas, c'est encore une autre façon de travailler. Mais pas que, parce que sur le comptoir là. C'est quoi, comment on dit, un gramophone? Un phonographe, un gramophone, ouais. Les métronomes aussi, on fera les métronomes mécaniques. Alors celui-là, il est totalement démonté, mais les métronomes, qui pareil, c'est des mouvements d'horlogerie. Mais voilà, il y a des liens, et en fait, des fois, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça vient foutre chez un horloger? En fait, si, parce que mécaniquement, tu as énormément de composantes qui se ressemblent, quoi. Et puis aussi les tourne-broches mécaniques. Qu'on se servait à l'époque pour faire tourner le poulet sur le feu pour qu'il cuise de façon uniforme. Toi, tu veux m'inviter pour un barbecue? Ouais, quand tu veux, avec plaisir, avec grand plaisir. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet à ceux qui vont voir l'épisode de se dire, tiens, parce que souvent on se pose la question, alors toi je suis juste un parallèle, mais souvent on se pose la question quand on va sur les forums, sur Facebook ou autre, souvent à un moment donné, t'as un mec qui vient qui dit, est-ce que vous avez les contacts d'un bon horloger? Et c'est vrai que des fois on se dit, ouais, mais alors il y en a un qui va te dire, va chez un tel, mais de savoir ce que l'horloger est en capacité de faire, des fois ça rassure ou pas. Ouais. Tu vois, donc c'est intéressant. Toi tu me disais que tu échangeais, alors là c'est intéressant parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur lui avec Jonathan Urvois, mais tu échanges avec lui donc il te sollicite aussi. Enfin, il y a des échanges comme ça. Dans les deux sens, moi aussi je peux lui poser des questions. Heureusement, sinon. Parce que lui il est très calé sur, même beaucoup plus calé sur tout ce qui est usinage. Vraiment il fait des trucs. Il va loin. Non, mais en tout cas, tu vois, je veux dire, c'est intéressant de savoir que si demain. On veut t'envoyer des pièces, toi finalement tu as une zone de chalandise, t'es pas limité quoi. Là tu as des pièces par courrier qui venaient de je sais plus où, on avait regardé, mais France ça y va quoi. J'avais même un client qui m'a envoyé une Omega du Canada. Alors c'est assez rigolo, mais c'est. Ouais, mais ça veut dire que derrière il y a un boulot de qualité qui est fait. Donc si vous cherchez, on va passer ça comme ça, mais entre guillemets un SAV, un horloger qui est en capacité des fois à vous réparer vos Omega Speedmaster ou vos vieilles vintage, parce qu'on y viendra après, ça énormément de montres vintage. Paul est plutôt calé sur le sujet. Mais d'ailleurs, ça m'amène sur un autre point, c'est que sur ta devanture, tu as énormément de marques qui sont mises en avant pour lesquelles tu es agréé. Et ça, je t'avoue que c'est un point que je ne comprenais pas et on en a discuté en off et je veux bien qu'on explique ça, c'est que les agrégations, enfin les accréditations ou les agréments, tout du moins qui sont donnés par les marques, ça se fait pas comme ça. Non. Tu peux pas venir et dire bonjour, aujourd'hui moi je suis Tissot, je suis Festina, je peux faire ci, je peux faire ça. Si tu veux mettre le blister devant en disant je fais la marque, tu as apparemment tout un protocole à respecter. Et est-ce qu'on peut discuter un petit peu de ça parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Ouais. Alors j'ai pris ces décisions en 2023 de prendre les agréments Swatch Group. Parce que c'est vrai que dans le monde de l'horlogerie, le marché de la pièce détachée, c'est quand même le point noir. À partir des années 60, jusqu'aux années 75, 80, à peu près toutes les marques livraient les pièces détachées sans verrou. C'est-à-dire qu'on pouvait commander une roue pour une Vacheron Constantin chez Vacheron, une roue pour une Rolex chez Rolex, etc. Ils livraient tout le monde. Mais à l'époque, le marché de l'horlogerie était totalement différent. C'était que des horlogers qualifiés, que des horlogers de métier. Ouais, puis peut-être la notion de marque était aussi moins importante aujourd'hui. Tu vois, l'image, le marketing, l'impact, etc. était peut-être un peu différent. La marque, c'est bon. Si le mec il la monte pas trop mal, ça devrait bien se passer, quoi. C'est ça. Il y avait, c'était beaucoup plus libéralisé. Puis à partir des années 80, ils ont commencé à mettre des verrous pour les fournitures des pièces détachées parce que c'est vrai que nous, si on n'a pas les fournitures, des fois on est coincé. Par exemple, un jeu d'aiguille pour une Omega, je peux pas la fabriquer, par exemple. Ça va être très compliqué. Ou une couronne, ou un poussoir, ou un verre de forme bombé, carré. C'est compliqué. Donc ils ont commencé à mettre un petit peu des verrous pour avoir un peu la main sur leur SAV pour assurer un SAV de qualité. Parce que progressivement, on a vu le monde de l'horlogerie changer, évoluer, et notre métier a été déréglementé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer comme horloger. Sous réserve d'avoir quand même le diplôme. Non. Justement, c'est ça la profession est déréglementée. Il y a des professions qui sont réglementées. Non, mais quand je dis diplôme, je pensais qu'il fallait quand même que tu aies une base de formation qui était validée, quoi. Et c'est ça qui a un vrai problème avec la Chambre des métiers. Et moi, ça, je l'ai beaucoup remonté auprès de la Chambre des métiers parce que des fois, on est sollicité, ils nous appellent, etc. Ça peut arriver. Il y a des professions qui sont réglementées. Ça va être toutes les professions du bâtiment, par exemple, un couvreur, un maçon, un électricien, parce qu'ils ont une garantie décennale. Donc, pour s'installer comme couvreur, il faut obligatoirement un CAP. Les métiers de bouche. Et puis métier de coiffeur. Un coiffeur, j'allais dire, t'as un CAP, tu es obligé d'avoir le CAP. Voilà, tu peux pas t'installer. Dans l'horlogerie, on peut s'installer sans formation, sans diplôme. Donc moi demain, je peux briser une... Tu peux parfaitement. Tu peux parfaitement t'installer comme horloger. La Chambre des métiers ne va pas s'opposer. Parce que c'est le problème, c'est que nous, toutes les professions sont réglementées par des codes métiers. Et nous, notre code métier, c'est le même pour horloger, bijoutier et vendeur de montres.
Ah, c'est l'OBJO, là. Enfin, ton code NAF, c'est le Ouais, code NAF global, c'est quoi. ça, ouais. Alors, si tu peux très bien t'installer, toi, comme vendeur de montres, par exemple. Oui, mais tu peux communiquer en tant qu'horloger. En tant qu'horloger. Donc, on a vu des horlogers sans formation s'installer, faire pas du bon travail, parce que, en soi, l'horloger, c'est pas compliqué, mais ça demande quand même des bases minimales. Oui, changer une pile, on peut un peu près tous y arriver. Et encore, des fois, tu flingues ton joint, t'as pas compris. Quoi. Ouais, c'est ça. Et souvent, on voit souvent des montres, ils ont fait changer la pile un peu ailleurs. Là, il n'y a plus de joint de fond, le sac d'emboîtage, il est manquant, tout est rayé, ça, c'est vraiment dommage. Alors, quand c'est des montres pas très chères du marché à 5 €, on dit, bon, c'est dommage. Mais des fois, c'est des très belles montres, et ça, c'est vraiment dommage. Et comme la profession a été déréglementée, il y a eu beaucoup d'horlogers qui sont installés, qui n'avaient pas de compétences, des vendeurs de montres qui faisaient un peu n'importe quoi. Et progressivement, les marques ont verrouillé leur SAV, dire voilà, on ne livre pas les pièces détachées comme ça, à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un agrément, donc il faut que l'atelier réponde à des critères très stricts de formation, de compétences, de diplôme, de surface. On y viendra après, c'est un truc de matériel. Et surtout d'équipement, voilà, surtout d'équipement. Donc toi, 2023, tu contactes Swatch Group, voilà. tu dis voilà, je voudrais devenir agréé du groupe Swatch Group. Pour leur marque, pas toutes les marques du Swatch Group, parce que Breguet, par exemple, fait partie du Swatch Group, donc il n'y a pas d'agrément Breguet, c'est pas possible. Ouais. Mais les marques un peu plus populaires. Donc il y a eu un audit, il y a le responsable technique de chez Swatch Group à Paris qui m'a contacté, que je connaissais parce que j'avais fait les formations Omega Coaxial quand je travaillais chez Hardy. Ouais. Donc quand je l'ai appelé, il m'a dit « Ah Paul !» Il se souvenait de moi, c'était « Ah oui !» Moi, comme quoi, c'est un petit milieu, tu vois. Tout le monde se connaît, tout le monde se connaît. Et il m'a dit « Ah bon, mais tu bosses plus chez Hardy, alors apparemment la liaison n'a pas été faite. » Je suis « Bah non, je me suis mis à mon compte. » Donc j'avais déjà fait une formation coaxiale à Besançon. D'ailleurs, je suis le tout premier à avoir fait la formation coaxiale. On a un numéro d'agrément et moi, c'est le FR pour France 0001. C'est le tout premier à avoir eu le diplôme coaxial. Collector. Voilà, collector. Et donc on se connaissait, donc ils savaient déjà que j'avais des compétences. Ils m'avaient déjà vu travailler parce que quand on faisait la formation coaxiale, il y avait un examen en bout. Un examen assez poussé d'ailleurs, qui était un Suisse alémanique qui venait nous faire un examen. Donc chez alémanique, ils sont carrés, eux. Ouais, tu peux pas déroger. Quoi. Ah ouais, eux on rigole pas, je m'en souviens et tout. C'était assez, bon c'est pas compliqué, mais bon, un bon niveau d'exigence quand même. Donc comme j'avais déjà cette formation par Omega, ils me connaissaient. Donc déjà t'as un premier échange téléphonique pour te dire quitter ce que tu fais, etc. Voilà. Donc ils découvrent de l'atelier parce qu'ils ne me connaissaient pas, je veux dire, ils ont aucune raison de me connaître, Jarny. Et donc là, après, il y a un premier audit, donc il me dit, voilà, qu'est-ce que tu as comme équipement, comme machine, comme outillage. Donc il y a une liste, on est obligé de dire ça, j'ai ça, telle machine, tel numéro, etc. Puis après, il regarde. Il vérifie quand même ça ou pas, par exemple? T'envoies des photos en plus? On envoie des photos, moi j'envoie des photos, puis après il y a un audit, ils viennent vérifier. On peut pas... Je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, donc c'est quand même assez poussé, quoi. Oui, on peut pas les... Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait un premier audit, on envoie des photos, on dit ce qu'on a. Après, ils le valident, donc moi, ils m'ont dit, la machine d'étanchéité, ce que tu as, ça va pas. Le chrono comparateur, le Vichy pour Omega, ça va pas. La machine à désamanter, ça va pas. La potence pour chasser les verres, ça va pas. Enfin, il y avait quand même, j'avais ce qu'il fallait, mais qui ne correspondait pas à leurs critères. Donc, il m'a dit, t'achètes ça, t'as déjà l'équipement de base, et puis on va commencer à t'ouvrir la porte au premier niveau. Donc, d'accord, en plus il y a plusieurs steps. Ouais, il y a plusieurs niveaux, il y a 1, 2, 3, il y a plusieurs niveaux. Donc tu arrives au niveau, là pour l'instant tu arrives au niveau 1. Au début j'étais à 0 parce qu'il me manquait la machine d'étanchéité, il me manquait la crémaillère, il manquait pas mal de choses. Donc j'ai dû tout acheter. Alors question bête, tu vois, je te coupe pour l'instant là, mais là, si demain moi tu me dis ça, le mec il dit t'as pas la machine à étanchéité. T'achètes la machine à étanchéité qui te donne, mais est-ce qu'elle te permet d'aller au moins au niveau 3? Oui, c'est le but. Non, mais sinon, si le mec il dit attends, par contre, si ensuite tu veux l'agrément Omega, faut changer, tu fais attendez les gars. On discute, non, c'est bien fait quand même. On en parle, ils sont très compétents pour ça. Ils nous disent voilà, ça dépend ce que tu veux faire, mais oui. Ils t'accompagnent quand même jusqu'au. Oui. Et donc après, une fois qu'on a l'équipement de base, on nous ouvre la porte. Donc la porte elle s'ouvre, on commence en niveau 1. Donc niveau 1, c'est tout ce qui est habillage, donc bracelet, maille, c'est vraiment tout premier niveau. Ah d'accord, c'est pas un niveau de marque, c'est un niveau de ce que tu peux faire. C'est par compétence. Après, une fois qu'on a tous les équipements, on va commencer à ouvrir la porte au niveau 2, mais il faut acheter des outillages spécifiques à chaque marque. Voilà, à chaque marque. Donc Tissot, ils ne sont pas très exigeants, Hamilton, pas trop.
Par contre, tout ce qui est Longines, Rado et Omega, là, le niveau d'outillage en plus de l'équipement de base, propre à chaque marque, il est vraiment plus lourd. Pour Longines, ça représente 2000 € d'investissement en outils. Donc ça va être des coffrets avec des tasseaux spécifiques, des clés spécifiques, des outils pour extraire les clés spécifiques. Alors, mais attends, quand on dit spécifique, est-ce qu'ils sont vraiment spécifiques à la montre? Oui. Ou à un moment donné, tu te dis, attends, si j'avais pris l'autre Opinel, là, je t'aurais quand même ouvert le fond de boîte, ça serait revenu exactement au même, tu vois? Alors, sans te mettre en porte-à-faux, mais est-ce qu'il y a vraiment... Pour certaines Longines, on va dire oui, parce que les Dolce Vita, par exemple, elles sont rectangulaires. Elles ont des verres qui sont rectangulaires et bombés. Et là, on a le verre rectangulaire bombé qui se galbe à la boîte. Donc, on va chasser le verre parfaitement bien avec le verre. Là, en l'occurrence, oui. Ouais. Par contre, il y a certaines Longines où c'est des tasseaux ronds. Là, c'est pas justifié. Ça marchait. Ouais, c'est ce que je faisais avant, hein, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Donc oui, pour ça, certains sont justifiés, d'autres non. Mais on est obligé. Oui, t'as le package dans tous les cas, quoi. Non, mais c'est pour savoir si des fois tu dis dans le package, en fait, les gars, il y a 90% qui me servent à rien, quoi. Il n'y a que 10%, tu te dis, t'as pas le choix, t'as le nom. Ouais, il y a des composants, il y a des coffrets chez Longines, je me sers pas parce que moi, je suis habitué à mes tasseaux à moi. Je vois tout de suite le verre, le diamètre. Je vais pas aller m'amuser à aller sur Internet, travailler telle référence de tasseau pour telle montre. Moi, j'utilise comme ça. Mais pour ce qui est, oui, ça c'est le package. C'est-à-dire qu'il nous dit c'est ça. Je peux pas commencer à dire, mais attends, ça je prends pas parce que j'ai tel outil, j'ai telle marque. Non, il me dit, écoute Paul, tu prends tout et une fois que tu as tout pris, c'est pas, t'es pas au supermarché, hein, tu prends tout. Donc donc si tu veux prendre le Longines, après tu achètes tout. Donc je crois que c'est 1000 € pour le niveau 2. Donc le niveau 2, c'est tout ce qui est changement de pile étanchéité. Donc là, on a accès aux joints de verre, joints de fond, couronne, tube de couronne, poussoir. Tout ce qui te fait l'étanchéité. Voilà, donc l'habillage. Et on n'a pas le droit de toucher au mouvement. Toujours pas. Donc voilà, on n'a pas le droit de toucher au mouvement. Donc on ne pourra pas commander en niveau 2, peu importe la marque, Omega, Longines, Rado, etc. On ne pourra pas commander une roue pour un mouvement ou un jeu d'aiguille ou un cadran. Okay. Pour accéder au mouvement et faire les réparations dans son intégrité, c'est le niveau 3. Donc là, tu as toute la montre que tu peux toucher. Voilà, tu peux tout faire. Tu peux tout faire depuis quasiment les débuts de production des montres. Alors, ça dépend des... Et là, tu repayes un step supplémentaire en termes de matos ou Un niveau 3, ouais. Bah ouais. On prend le cas de Longines, par exemple. Longines, niveau 2, c'est 1000 €. Et si on veut aller en niveau 3, c'est encore 1000 €. Okay. Voilà. Et Rado, pour le coup, les outillages Rado, ça, c'est vraiment indispensable. Surtout parce que c'est des montres avec des formes spéciales. C'est de la céramique. C'est de la céramique. Ouais. On va pas s'amuser à fermer une Rado si on n'a pas le bon outillage, parce que là, il y a vraiment le risque de casser, de détériorer. Donc là, le coût de l'outillage Rado, c'est à peu près 1000 € pour avoir le niveau 3. Moi, je l'ai pris. J'en vois assez peu, malheureusement. Donc, si vous avez des rados, n'hésitez pas. Si vous avez des rados polysormiques, il faut que là, j'ai investi, il faut que je le rentabilise. Parce que des rados, finalement, on en voit assez peu. Mais là, pour le coup, le rado, c'est vraiment justifié. On peut pas faire autrement. C'est la Captain Cook qui est la plus connue de chez eux, entre autres. Ouais, et puis t'as les vieilles Diastar aussi. C'est ça, ouais. Les vieilles un peu vintage. Ça, c'est sympa. Celles-ci sont sympas, ouais. J'en achèterai une si tu veux. Ouais, avec plaisir. Tu pourras t'amuser. On fera ça. Et puis après, une fois qu'on est au niveau 3, on peut tout faire. Voilà. Et puis pour Omega, là, la marche est quand même assez haute déjà, parce qu'ils imposent un binoculaire minimum. Alors ça, c'est indispensable pour... Donc binoculaire, qu'est-ce que tu appelles un binoculaire, que tout le monde soit d'accord? C'est comme ce qu'on appelle un microscope. Voilà. Donc pour Omega, ils imposent en plus un binoculaire x40. Ça, c'est indispensable pour l'échappement coaxial, donc leur échappement propre à Omega. Donc pour le lubrifier, on est obligé d'avoir... Là, pour le coup, c'est justifié. C'est justifié, mais ça, je l'avais déjà avant, hein, parce que j'en faisais déjà. Donc la marche est très haute pour aller chez Omega, parce qu'ils vont imposer aussi beaucoup d'outillages spécifiques pour les mouvements, pour les boîtes, des clés dynamométriques pour serrer les mailles de bracelet au couple. Ça, on en a vu. Alors, il y a un petit tournevis Omega, et effectivement, de toute façon, il tourne dans le vide une fois que tu arrives au couple. C'est un tournevis dynamométrique, comme une clé dynamométrique de voiture. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Tu te dis, j'aurais jamais pensé que même pour Magnon, tu te dis, le mec, il te met un tournevis obligatoire. Alors après, on a pris un petit coffret quand même pour vous montrer, parce que c'est quand même beau à voir, je peux. Ah oui, bien sûr. Franchement, on dirait un petit cadeau de Noël. Donc vous avez le logo Omega dessus. C'est beau. Et quand tu ouvres, donc tu as la petite mousse. Ouais, tout est bien. Et franchement, c'est quand même très cool. Alors là, on a quoi là Alors ça, c'est pour le porte-mouvement, pour tenir le mouvement, pour chasser les aiguilles.
avec au centre, je sais pas si on voit là, oui on voit. On verra. Je sais pas si on verra. Ouais, au centre, la petite butée pour pas abîmer, enfin tout est parfaitement calibré pour les mouvements. Mais il est super beau. Ouais, en plus, bon, en tant qu'horloger, on aime bien les outils. Enfin, moi, je sais que je connais pas un horloger qui est pas sensible à l'outillage. On adore ces beaux outils anodisés rouges, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est une estrapade pour enrouler les ressorts de barillet. Quand on doit remplacer les ressorts, c'est... Alors, t'appelles ça comment? Je connais. Une estrapade. Ok. Ouais, c'est vraiment super... On dirait une lampe de poche. Ouais, c'est vraiment des très très beaux outils. Et ça, c'est indispensable pour faire du SAV Omega dans de bonne qualité. Ça, c'est le porte-mouvement pour l'échappement coaxial. Justement, on vient caler notre mouvement. Alors, la bague est un peu dure à sortir. Ouais, t'as un support en plastique là. Un support en plastique, on va aller avec la molette, faire tourner notre mouvement tout doucement, et puis au binoculaire, faire tous les contrôles pour être certain que toutes les fonctions coaxiales passent bien, qu'il n'y a pas de frottement. Donc c'est vraiment des beaux outils. Donc à découvrir comme ça, il y en a deux. Puis après encore plein d'autres porte-mouvements spécifiques. Alors on a vu de toute façon, tu as comment ça s'appelle l'espèce de tour là que tu vois là que je vois... Le volant dynamométrique pour serrer les fonds au couple. Donc là j'ai fait une vidéo justement l'autre jour pour montrer comment ça fonctionne. Sur ta chaîne? Ouais. Comment replacer la chaîne, c'est bien ça? Ou sur le compte Insta? Ouais, sur Facebook et sur Insta. Ouais. La vidéo je la mettrai peut-être. Donc ça montre en fait on serre le fond et quand on a serré fort, clac, ça débraye. Pour éviter de serrer trop fort les fonds, pour pas que les joints soient trop écrasés. Parce que c'est pareil, serrer un fond de boîte, visser, si on serre pas assez, ça marche pas. Ouais, mais si tu pinces le joint, ça fait quand même une entrée. Et si on serre trop fort, ça crée des contraintes trop fortes sur la boîte, c'est pas bon. Donc il y a le volant dynamométrique, ça coûte 500 € pour serrer au couple, et clac, c'est des beaux outils. Ouais, t'es quand même content. Ah ouais, ça fait un peu suer parce qu'on doit en acheter beaucoup, mais non, c'est... Ouais. Mais là, en termes d'investissement sur Omega, du coup, ça te donne quoi? Parce que tu me disais à peu près, toi, Rado et puis Longines, tu te dis 2000 balles chacun pour avoir ton niveau 3. Ouais, c'est ça. Et Omega, tu fais quoi? Tu fais x3, x4? Omega, on arrive à pas loin de 10 000 € quand même d'investissement en tout, Ouais, donc tu fais x4. Ouais, l'investissement Omega est quand même très très gros. C'est pour ça qu'on est assez peu nombreux à prendre l'agrément Omega. Parce que derrière, il faut en rentrer un peu le rentabiliser tout simplement. Ça va, j'en ai vu quelques-unes sur les ça rentre. T'as l'air d'en faire quand même. On en fait pas mal. Omega est très diffusé, c'est une très belle marque. Et puis ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a vraiment poussé à prendre l'agrément Omega, parce que finalement les Omega récentes, celles qui ont 3-4 ans, les premiers entretiens, c'est rare que je les fais. Les gens vont plutôt, je pense, en boutique là où ils l'ont acheté. Moi, il y a peut-être la notion de garantie, qui sont ça. Peut-être un petit peu plus rassurés. Comme une bagnole, tu vois, t'as une bagnole, tu vas chez ton concessionnaire, là où tu as acheté ta voiture, parce que ça te permet de garder le lien avec ton concessionnaire, si jamais tu veux racheter une voiture plus tard, toi, le concessionnaire il te revoit. Voilà, ça c'est une cliente que je peux faire, parce que je suis totalement agréé, moi je peux faire toutes les Omega. Mais ce qui est très intéressant, et ce que je vois beaucoup, c'est sur les vintage. Et là, je voudrais vraiment saluer la qualité du SAV Omega, parce que Omega reproduit tous les composants depuis les montres des années 60. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu m'avais sorti. On y viendra, on va vous présenter aussi 3 petites montres après sympas à taper qui sont à vendre. Donc on va vous les présenter. Mais tu me disais effectivement, Omega te diffuse aujourd'hui jusqu'à 50-60. Les années, on peut retrouver, alors quasiment de 60. C'est-à-dire que l'autre jour, il me fallait un verre, parce que les verres Plexi Omega, ils ont le petit logo Omega à l'intérieur de gravé, pour une vieille Omega des années 50. Et le verre il est encore disponible. Dans l'emballage d'origine, etc. Ils sont très sérieux. Et les couronnes spécifiques, les joints spécifiques, on peut tout refaire. Les pièces mouvement, on trouve tout. Ça c'est cool parce que tu en as certains qui aiment aussi l'objet dans la manière de le transmettre, chez enfants, etc. Et compagnie, de se dire mais j'ai pas envie que dans 10 ans, si la boutique elle a fermé, qu'est-ce que je fais de la montre? Même si un poussoir ça peut se remplacer. Là tu as vraiment la pièce d'origine fournie, tu arrives à avoir la montre du grand-père, tu te dis je peux la remettre en état, si le mec il veut une montre nickel, il est en capacité. Chez Omega, tu peux avoir la pièce. Chez Omega, on peut tout avoir. Ils font même des mises à jour sur les mouvements 560, qui sont les mouvements les plus populaires de chez Omega, parce qu'ils sont sortis dans les années 60 justement. Ils en ont fait à l'appel, on les retrouve sur tous les modèles d'à peu près de 60 à 80, ou peut-être un petit peu avant, 75. On retrouve ces mouvements. Ils font encore des mises à jour. Il y a des mises à jour, c'est système automatique, des mises à jour. C'est très 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 sérieux Omega. C'est un véritable plaisir parce qu'on a la pièce facilement. C'est pas si cher que ça en plus, parce que c'est ça ce qui est intéressant, parce que quand on n'a pas l'agrément, c'est ce que je faisais avant,
Quand il nous fallait un point qui peut intéresser. Il nous fallait des composants spécifiques Omega, on allait chercher à droite à gauche, eBay, fournisseurs, etc. Tu cherches comme tout le monde. On trouve, les pièces on les trouve. Par contre, c'est excessivement cher. Moi, quand j'ai comparé les tarifs actuels de 2023-2024 avec ce qu'on peut trouver sur eBay, les composants, c'est délirant. Sur eBay, on va trouver des composants, la même couronne que moi je vais payer, 30 € hors taxe chez Omega. On va la trouver à 60, 80, 100 € sur eBay. Et donc du coup, pour le client... mais ça c'est pour le mec qui a envie de se retaper les trucs chez lui, quoi. Mais après il y a un marché. Mais bon, pour moi, au client au comptoir, le client il paye le prix, le vrai prix, le prix juste. Il n'y a pas de surtaxation par rapport à ces spéculations qu'on peut trouver, quoi. Ouais. Mais et ça c'est très intéressant. C'est un véritable plaisir de travailler sur cette marque-là. Parce que, puis bon, je connais peu d'horlogers qui n'aiment pas Omega. On aime bien Omega, c'est toujours des beaux produits. Les mouvements, ils sont magnifiques, une couleur rose, propre Omega, c'est un véritable plaisir. Ouais, ça reste des belles montres quand même. Ouais, faut aimer. Moi, j'en ai pas, tu vois, à titre perso. Ah, c'est dommage. On va peut-être y remédier. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, à condition d'avoir le niveau 3 quand même pour l'entretien. Hein, c'est ça, ouais, faut avoir le niveau 3. Mais par contre, on se parlait, alors juste pour rester dans le sujet, niveau 3 matos, mais aussi ce qu'on se disait avant en off, alors je peux pas vous montrer tout, on va pas tourner la caméra, mais aussi en termes de surface. Parce que tu me disais, Omega, eux, t'imposent une séparation. C'est ça. En fait, quand on... Alors même, je crois que même chez Tissot, parce qu'il faudrait... je relise les contrats. Mais effectivement, il faut une surface minimale de travail. On ne peut pas travailler dans un KGB, de 10 mètres carrés. Il faut qu'il y ait 2 espaces séparés. L'espace atelier, on fait de la réparation. Et l'espace salle, entre guillemets salle, alors tout ce qui est polissage, qui fait de la poussière, même si on a des aspirations, il y a quand même de la poussière ambiante. Et tout ce qui est lavage avec des produits chimiques, des vapeurs, etc. Il faut que pour être agréé Swatch Group, il faut qu'on ait un atelier avec minimum 2 espaces fermés, clos, hermétiques, les uns avec les autres. Non, mais ça c'est bien, s'il y en a un qui veut se lancer, quand on choisit le local, c'est ce que tu me disais, moi j'avais pas fait gaffe au début, avant de prendre les agréments, mais si quelqu'un veut ses accréditations, tu te dis il faut vraiment avoir plusieurs salles quand même, quoi. Et justement là je suis à l'étude pour prendre l'agrément TagER. Okay. Et TagER, eux, ils rajoutent une 3e clause, c'est qu'il faut obligatoirement avoir un pignon sur rue et un espace vente. Même si on ne fait pas de vente, même si on veut faire que du SAV, parce que moi je ne fais pas de vente, je fais que du SAV. Pour l'agrément TagER, il faut finalement 3 espaces. Un espace clientèle accueil, un espace atelier séparé et un espace salle, donc polissage. Voilà. Donc pour l'agrément TagER, ils imposent cette 3e clause. Et ça veut dire que l'horloger qui travaille en chambre, ce qu'on appelait à l'époque des horlogers en chambre, qui n'ont pas de pignon sur rue, qui travaillent depuis chez eux, etc. Enfin, il est en back-office entre guillemets, il est derrière et tranquille. Et puis, il ne peut pas prendre l'agrément TagER. Là où finalement Omega ne dira pas non. Donc c'est marrant déjà de voir les différences de... Pas le même groupe. Mais c'est le même métier, mais c'est pas la même philosophie. Investissement, t'as regardé? C'est à peu près... Est-ce que par exemple, alors question bête, mais est-ce que si tu dis à Tag, j'ai déjà les outils, mais que c'est les outils Omega, ils vont te dire non, enfin encore une fois que tu reprennes une salve d'outils, tu te retrouves avec un nouveau, c'est ça. Une lunette binoculaire, mais le côté Tag, machin, enfin... Non, l'équipement de base, c'est-à-dire que les machines à étanchéité, les chronocomparateurs, machines à polissage, machines à laver, ça passe. Finalement, ils vont pas me demander. De toute façon, c'est les mêmes, hein. Il n'y a pas 50 fabricants de chronocomparateurs. Voilà, c'est un Vichy, voilà. D'ailleurs, ils demandent un Vichy, tu l'as chez TagER, c'est bon, ouais, mais ça passe. Le Vichy, c'est le 3 ou 5 000, c'est celui qui fait 3-4 000 €. Ouais, c'est assez onéreux quand même, c'est ça. C'est pas celui à 200 balles sur eBay. Non, c'est pas les mêmes, ils sont pas validés, de toute façon ça passe pas. Si on veut l'agrément Swatch, il faut obligatoirement le Vichy. Ils sont assez conservateurs, le truc suisse. Alors que paradoxalement, les Vichy chinois à 200 balles, ça fonctionne. Mais bon, alors moi je leur avais posé la question naïvement, ils me disaient non, parce que le micro, ça va pas. C'est pas le truc, tu vois. Alors t'es là, tu dis un micro, c'est pas... Bon, ça passe. Mais non, ils m'ont dit non, j'ai pas été chercher plus loin. Mais pour Tag, du coup, tu peux réutiliser... Non, Tag, par contre, ils vont me demander des coffrets de poussoirs, des coffrets de porte-mouvement pour leurs mouvements à eux. Et puis surtout, tous les tasseaux pour chasser les glaces, pour chasser les poussoirs. C'est ce qu'on disait avant, donc du coup, ça peut être pratique. Oui, c'est pratique. Certains, c'est pratique. Même si chez Tag, il y a quand même beaucoup de vergons classiques qu'on fait déjà. Voilà, ils ont leur glassbox qui est un petit peu... Ouais, on va dire ça. Tu vas pas en voir tout de suite. On va dire ça. Mais effectivement, donc l'agrément TagER, c'est à l'étude. Peut-être que je vais le prendre, je réfléchis. Là, sur Omega, point intéressant, c'est que du coup, ils ont sorti leur mouvement, le Spirate, sur lequel ils ont fait une petite modification. Et apparemment, les horlogers vont être formés justement pour pouvoir jouer sur la précision. Est-ce que toi, c'est une formation qui va arriver? T'en as entendu ça en interne, un truc
Normalement, alors je sais pas si on va être vraiment formé là-dessus parce que, étant donné qu'on a déjà la formation coaxiale, en fait, on reçoit les news techniques. C'est-à-dire que moi, je vais sur le site SAV Omega et régulièrement, j'ai des news. Donc là, je crois que je l'ai vu, la news. Et il nous explique comment faire. Et il n'y a pas besoin spécialement de formation, quoi. Si on a une question, on a un référent technique, on l'appelle, on se tutoie, voilà, tout le monde se tutoie, c'est très suisse en fin de compte, c'est très sympa. Bien. Et puis si j'ai une question, je l'appelle, je lui écoute comment on fait ça, et puis on n'est pas tout seul en fin de compte. C'est vrai que c'est intéressant aussi parce qu'il y a certaines montres récentes, on peut être confronté à certaines difficultés techniques ou certains problèmes, recherche de panne. On ne peut pas tout savoir. Hein. Moi, tout seul à Jarny, je peux pas, j'ai pas la science infuse. Oui, puis des fois, ils ont fait une modif dans le mouvement ou un truc spécial sur le pont, la platine, et toi, tu dis, bah attendez, comment je peux faire ça ou est-ce que je peux changer une vis donc, Mais bon, c'est ça aussi, c'est que leur SAV est très très sérieux. On a énormément de news. Ils nous disent, par exemple, les montres avec des vis, les plombs, les platines noires, ils nous disent qu'il faut les mettre dans une telle manière au lavage pour pas les abîmer. Enfin, si on suit le protocole, c'est... Ouais, c'est cadré. Ouais, c'est suisse, c'est allemand, ça bouge pas, quoi. C'est vraiment top. Bon, Tiger, bientôt à Jarny. Ouais, ça à l'étude. J'en ai pas non plus, mais... il faut le mettre. Je peux pas tout acheter. Mais en tout cas, gros point là sur la partie SAV, ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est quand même une grosse partie de ton taf. Ah oui, c'est que 90% du boulot. Ouais, je laisse la petite partie pendulerie et puis deux, trois petits réveils qui traînent devant. Toi aujourd'hui, en termes de SAV, il y a un truc aussi qui m'intéresse. Moi, c'est quand tu as des clients qui viennent et qui disent j'ai des vintage, j'ai du neuf, etc. Toi, de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux traiter, est-ce qu'il y a des mouvements ou des marques où tu te dis ouais, là par contre, de tout ce que je vois, il y a eu un super boulot de fait, comme par exemple ce que j'ai passé sur Instagram, c'est la Eterna Sonic. Ah ouais. Où là, c'est un mouvement quartz, mais il est super beau. C'est pas un quartz, hein, c'est un diapason. Pardon, excuse-moi. Non, mais excuse-moi, je voulais dire un diapason. Je voulais dire qu'en fait, en termes de décoration, il n'est pas au niveau d'un quartz 9F. C'est là où je voulais en venir de chez Grand Seiko, mais tu te dis, c'est vachement bien fait, quoi. Ouais. Et est-ce que toi, par exemple, sur tout ce que tu vois en vintage, aujourd'hui, les gens aiment beaucoup retourner vers le vintage, mais est-ce qu'il y a des petites refs ou des petites marques vers lesquelles, ou que toi t'aimes bien, je sais qu'on a une au poignet, Certina, tu pourrais dire aux gens, tiens, dirigez-vous vers ça, parce que moi, en tant qu'horloger SAV, je peux vous dire que ça, c'est pas mal, quoi. Et Certina, je sais qu'apparemment, c'est une marque de cœur que toi t'aimes bien. Ouais, Certina, j'aime bien. Et je pense qu'à terme, je vais réorienter toute ma collection sur 100% du Certina. C'est vrai je pense que là, j'ai des chrono Breitling, j'ai pas mal de choses. Je pense que je vais tout revendre et je vais tout racheter en Certina, parce que j'aime beaucoup Certina. C'est une marque... Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque aujourd'hui, on la voit quand même plus trop, quoi. Hein. Alors, on ne la voit plus trop en France. D'ailleurs, je suis agréé Certina, parce que Certina fait partie du Swatch Group. Donc, Certina n'est plus diffusée en France. Elle est diffusée au Luxembourg, en Allemagne. Donc, en fait, j'en vois un petit peu. Ouais, mais on n'est pas loin. Ouais, j'en vois un petit peu parce qu'il y a beaucoup de... en Luxembourg, il y a beaucoup le cadeau d'entreprise. Tu sais, au bout de 20 ans d'ancienneté, tu as une montre. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Certina qui sont offertes. Donc, j'en vois beaucoup. Ouais, j'en vois beaucoup qui reviennent. Et toi, pourquoi tu as un affect particulier avec la marque là? C'est quoi? C'est une histoire ou c'est vraiment quand tu as découvert le produit C'est l'histoire de la marque, déjà. C'est vrai qu'à l'époque, chaque marque... que je la connais pas, chaque marque à l'époque, elles avaient leur propre griffe. Tu vois, Omega, c'était la conquête de la Lune. Toi, Rolex, c'est la montre étanche. Zenith, c'est le El Primero, la haute fréquence. Et Certina, ils ont fait des marques qui s'appelaient les DS, les doubles sécurités, avec des montres qui étaient censées résister au choc, avec une couronne hyper résistante. Et à l'intérieur, le mouvement sur les DS, uniquement les Certina DS, hein. C'est pas le cas de la mienne. Mais c'est écrit dessus, DS. Pour double sécurité. Et en fait, à l'intérieur, le mouvement est maintenu par un caoutchouc qui fait office d'amortisseur. Et du coup, le mouvement, il est vraiment dans un petit cocon. Il est bien protégé, il bouge pas. Et déjà, c'était très novateur pour l'époque. C'était novateur. Déjà, les caoutchoucs à l'intérieur des montres, on ne voyait pas ça. Et puis aussi, c'est la qualité des mouvements. Et ça, c'est ce qui rejoint beaucoup. J'en parlais avec Stéphane Dorme, qui est le petit horloger qui est dans le Pays Basque et qui lui aussi adore aussi Certina. Festina, c'est juste c'est la frontière en dessous, mais Certina. Qui adore aussi Certina pour la qualité des mouvements. Et c'est vrai que la qualité des mouvements, c'est... Alors qu'est-ce que tu appelles qualité des mouvements? Parce que moi, tu vois, par exemple, en tant qu'amateur, tu me dis qualité des mouvements, mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la finition du mouvement lui-même? C'est juste que c'est bien pensé, c'est bien fini, ça marche bien? Qu'est-ce que tu entends par qualité? Tout est monté sur rubis. Par exemple, moi, je prends toutes les Certina à ces époques sont entièrement montées sur rubis. Même la roue de centre, par exemple. Alors que dans les années 60-70, il y avait beaucoup de roues de centre qui travaillaient directement dans la platine, dans un bouchon, en fait, sans rubis. Donc là, c'est entièrement monté sur rubis. Et la qualité des pièces, l'état de surface des pièces,
La qualité des rubis, c'est des gros rubis de grosses dimensions avec des grosses réserves d'huile, donc ça fait des montres qui sont très endurantes parce que plus il y a d'huile, plus c'est endurant. Les vis, c'est des grosses vis épaisses, tu sens que c'est costaud, c'était vraiment bien fait. Puis esthétiquement, c'est des très beaux mouvements bien finis avec une jolie décoration. C'est vraiment très très beau. C'est très très bien fait. C'est la 405 de la montre, quoi. Ouais, tu peux lui en mettre, ça tient, quoi. Ouais, c'est vraiment très très costaud. Et puis c'est la. Je crois aussi ce qui me plaît chez Certina, c'est ce côté, on sort un peu des sentiers battus. Tout le monde n'en a pas. Non, et moi, c'est ça qui me plaît aussi. Là, maintenant, tout le monde peut en vouloir, grâce à toi. Ouais. C'est un peu plus exclusif, mais c'était intéressant parce que tu m'en as montré une paire et je t'ai dit, moi, Certina, je connais de nom. Ouais. Mais la marque m'emballe pas plus que ça. Bon, après, il faut aimer les modèles, hein. C'est assez classique, c'est hyper simple. Toi, tu as le côté effectivement technique qui t'intéresse beaucoup. Oui, bien sûr. Mais ça peut être effectivement des fois dans une collection une petite pièce sympa à voir. Donc, les Certina DS. Hein. Ou les classiques, les classiques, mais oui, c'est. Mais les DS, c'est vrai que c'était le summum de l'époque. Et même les Certina DS, les vintage, elles sont très cotées. Elles sont très très cotées. Alors, très cotées, on peut se faire plaisir en dessous de 500 € par exemple. Mais on entend pour ça dépend du budget de chacun, voilà, ça peut être sympa. Quoi. Mais une jolie DS avec le bracelet d'origine, DS, un cadran en parfait état, très bel état, ça peut monter assez vite, quoi. 5, 600, 700 €, voire des fois 1000 €, quoi. C'est des très très belles pièces. Puis elles ont le logo avec la tortue aussi, qui fait que la tortue elle a sa carapace. C'est ce que tu m'as montré sur l'autre. Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi. Elles ont tout un peu leur griffe, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'horlogerie, c'est de voir toute cette multitude de marques. Il y en a pour tous les goûts finalement. Alors on va y venir sur 2-3 marques, ça va être intéressant. On a parlé, alors tout à l'heure j'ai fait la petite erreur, mais on parlait de diapason. Ouais, le diapason, ouais. Je t'ai ramené une petite Accutron. Ouais. Que tu vas gentiment essayer de faire. Ce que tu m'expliquais, c'était que, et d'ailleurs je ne savais pas, c'était que sur les anciennes Accutron, par exemple, aujourd'hui tu prends les nouvelles, sur toutes les nouvelles vous avez marqué 262 kHz, sur 262 MHz. Et en fait, tu me disais, sur les anciennes Accutron, on est à 300 000. Non, 300 Hz. 300 Hz. 300 Hz, ouais. Oui, c'était l'évolution de la montre mécanique, c'est-à-dire parce que juste dans les années 70, quand les montres à diapason sont sorties, une montre mécanique, elle va avoir une fréquence d'oscillation entre 2,5 et 5 Hz. 5 Hz, c'est le L Primero, 36 000 lanceur, qui est assez rare pour l'époque parce que ça induisait des grosses contraintes mécaniques, surtout au niveau de l'échappement, ça va tellement vite que les huiles, elles ont tendance à dégager, donc il y avait quand même... Qu'on retrouvait dans les Daytona à un moment donné. Alors le Daytona, justement, ils sont passés à 28 000. Ils l'avaient passé dans le Primero. Voilà, les 4030, justement, Rolex l'a passé à 28 000. Pour limiter les contraintes. Ouais, c'est ça, parce qu'il disait le 36 000, on peut pas le garantir, parce que Rolex, que ce soit du béton, hein, ça costaud, ça tient bien longtemps, et le 36 000, on peut pas le garantir aussi longtemps. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont descendus à 28 800 alternanceurs, qui est une fréquence parfaitement maîtrisable. Mais les diapasons, ils les ont réduits aussi, du coup, finalement. Sur les anciens, tu avais plus de haute fréquence que sur les nouveaux. Les anciens, on était à 300. Mais en fait, alors, sur les Bulova récentes, quand ils avaient Accutron, ça n'a plus rien à voir avec le diapason de l'époque. Hein. C'est juste la marque Accutron. À l'époque, sur les montres à diapason, c'est un véritable diapason. C'est le diapason, c'est ça. Tu vois l'espèce view, là. C'est ça. Tu le vois effectivement. Tu vois vraiment le diapason. Et les horlogers de l'époque, ils ont voulu augmenter en fréquence les montres. Parce que plus on monte en fréquence, plus on est précis. Et mécaniquement, sur les montres mécaniques, maximum 5 Hz. On ne pouvait pas aller plus haut. Ils ont voulu monter en fréquence. Mais comment ils ont fait? Ils ont eu l'idée d'utiliser un diapason, le faire vibrer, et avec un petit doigt, quand le diapason il vibre, il fait un mouvement avant-arrière, il va aller entraîner une roue. De toute façon, tu as cet effet d'aiguille qui est fou. Là, pour le coup, pour ceux qui aiment, alors le Spring Drive de Grand Seiko, c'est déjà quelque chose. En termes de fluidité. Sur les anciennes, on va dire les Accutron, mais t'y es presque, quoi. C'est quasiment similaire. Tu as vraiment l'impression que l'aiguille, il n'y a aucune saccade. C'est impressionnant, quoi. C'est vraiment très, 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 très sympa. Oui. Mais ça peut être effectivement une montre vintage que toi, des fois, tu retapes aussi. Ouais, j'en fais. Et qui peut être sympa un peu dans une collection un peu différente, comme on parlait de Certina, Bulova, Accutron, ça peut être un truc sympa. C'est un pilier de l'horlogerie, c'est ça, c'est un pilier de l'horlogerie, c'est une évolution. Finalement, le diapason, ça n'a pas duré très très longtemps. Non. Parce qu'on est passé finalement de la montre mécanique, allez, on va dire 4 Hz en moyenne, le diapason 300 Hz. Les derniers diapasons Bulova, ils faisaient 360 Hz à peu près.
Et puis après, on est arrivé sur la montre à quartz actuelle. On est à 32 768 Hz, donc 32 kHz. Et finalement, ça a très peu évolué depuis, on est resté sur cette fréquence-là. Ouais. Là, on a une fréquence d'oscillation, mais qui n'a rien à voir, c'est différent. Le diapason, il y a une grande part mécanique quand même. Il y a une part électronique pour entretenir le diapason, pour le faire vibrer, avec des bobines, d'un point de vue magnétique, ça le fait vibrer. Et après, il y a une part mécanique. Le quartz, c'est totalement différent. Oui, c'est pour ça que souvent on compare, si tu veux, ce diapason-là au Spring Drive. Ouais. Parce que le Spring Drive ou le Chronomaster, le A60Q de chez Citizen, que j'ai aussi, tu vois, qui est effectivement une partie mécanique, tu as 21 rubis dedans, mais tu as une partie solaire avec un accu. Ouais. Sur l'établi là aussi, tu as une marque qui est très sympa, c'est Universal Genève. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que horloger SAV, amateur de vintage, parce qu'en plus une UG maintenant a été repris par Breitling, donc on attend de voir ce qu'ils vont nous ressortir, mais tu vois, à choisir, par exemple, tout le monde aujourd'hui met en avant la Paul Router, etc. Bon, il y en a des belles, moi des fois, je t'avoue, j'aime bien, mais je trouve effectivement que sur d'autres marques, tu as des modèles qui sont similaires, peut-être même des fois plus sympas. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'Universal Genève en tant qu'horloger? En tant qu'horloger, c'est très bon. Puis c'est la spécificité Universal Genève, c'est le micro-rotor. Oui, c'est la finesse. Voilà, la finesse avec le micro-rotor. Et puis le petit micro-rotor. Et rien que pour ça, si on aime bien les montres et si on veut avoir une collection assez hétéroclite, il y a pas mal de choses, il en faut dans sa collection. Parce qu'à l'époque, il y avait quasiment que eux qui faisaient le micro-rotor. Et ça fait des montres automatiques de petit diamètre et de très faible épaisseur. Ouais, c'est la finesse. Ouais, c'est la finesse. À l'époque, on était encore. Maintenant, on veut des enclumes au poignet, même si ça. Non. Ouais, c'est vrai. Non. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on était sur des grosses montres. Plus c'était gros, plus c'était valorisant. À l'époque, justement, c'est ça qui est intéressant de voir aussi les modes. L'horlogerie a suivi les modes, les évolutions. À l'époque, on voulait des montres de plus en plus fines possible. Et du coup, le micro-rotor a permis d'avoir des montres automatiques très fines. Et les micro-rotors, c'est intéressant parce que techniquement, c'est très sympa. Parce que ça se démarque des rotors centraux, des masses automatiques centrales. Ça se démarque, c'est un petit peu... En fait, tu as l'avantage des deux. Tu as l'avantage de la montre automatique avec finalement la finesse d'une montre à remontage manuel que tu peux avoir qui est assez stylée, quoi. Et puis pareil, c'est une qualité de fabrication, les pièces sont belles. Parfaitement poli, anglais, avec des jolies finitions. Universal Genève, c'est très sympa, mais la marque a été en sommeil. Voilà, la marque était en sommeil pendant des années, parce qu'on a eu la crise de l'horlogerie dans les années 75, avec la crise du quartz justement, quand on est passé d'une horlogerie 100% mécanique ou électromécanique, avec les diapasons par exemple, qui sont plutôt électromécaniques, parce qu'il y a une part électronique et une part mécanique, à de l'horlogerie 100% électronique avec le quartz, on n'avait plus besoin de ces savoir-faire-là, des compétences des horlogers. Donc entre 75 et 85, il y a eu la crise du quartz et ça a totalement, des marques qui se sont parlées, il y a des marques qui ont disparu. Totalement redispatché les cartes. Notamment Breitling par exemple, finalement on ne trouvera aucune Breitling entre 75 et 85. La marque a été totalement disparue. Je crois qu'il y a Lip aussi qui avait morflé. Oui, Lip avait beaucoup morflé, oui. Mais Lip, c'est très intéressant aussi, l'histoire de Lip, ce qui s'est passé à Besançon, c'est très, très, très intéressant. Enfin, un épisode, si tu veux nous faire toute l'histoire de Lip. Ah ouais, Lip, non mais Lip, il y a plein de choses à dire. C'est même d'un point de vue sociétal, où la société, c'était les conflits sociaux. On s'est pris une concurrence des marchés asiatiques qu'on n'a pas vu venir, finalement. Parce que quand les montres à quartz sont sorties, le savoir-faire européen d'horlogerie, tantôt suisse que français. Il y avait quand même un savoir-faire. Des deux côtés de la frontière, il y avait à peu près la même chose, avec beaucoup de fabricants de mouvements en France. C'était énorme l'industrie horlogère. Et là, on a réussi à fabriquer des montres pas chères, fiables, précises, parce que finalement, le montre à quartz, c'est fiable, c'est précis, c'est pas cher. Ça répondait à une demande du moment, quoi. Voilà, on a réussi. Donc du coup, il y a la crise du quartz a totalement redispatché l'horlogerie. Et puis, Lip, ils se sont pris ça dans les dents. Et c'est les premières vraiment émergences des marchés asiatiques qu'on s'est pris et qui ont vraiment fait couler des usines, quoi. Lip a vraiment coulé. Et c'est très intéressant parce que Lip, ils sont montés en scope. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais une société... Vite fait. Je connais vite fait l'histoire. J'ai écouté un podcast plutôt sympa dessus il n'y a pas longtemps. Mais Lip, c'est les premiers conflits sociaux liés à l'émergence des marchés asiatiques. Et l'horlogerie, on dit souvent que l'horlogerie est précurseur de beaucoup de choses, et notamment par rapport à ces conflits sociaux-là. C'est très,
très intriguant de voir que l'horlogerie, c'est les premières scopes, ça a été LIP par exemple à l'époque, parce qu'ils sont montés en scope pour sauver les usines, ça a duré 2 ans, c'était déjà bien pour l'époque. Puis après, ils n'ont pas réussi, puis ça a totalement coulé. Mais effectivement, LIP a totalement disparu, ou alors la marque avait été rachetée. Oui, après tout a été racheté, et puis c'est un peu en sommeil. Oui, c'est ça. Bah, vous nous direz dans les commentaires si vous voulez que Paul nous fasse 2-3 histoires comme ça, parce que tu as l'air bien calé. Ouais, bah ouais. On refait 2-3 vidéos sur là, on a Certina à faire, donc il y a LIP. Il y en a pas mal. Dans le monde, c'est ça qui est intéressant dans mon horlogerie, c'est ça qui me plaît aussi dans l'artisanat. C'est-à-dire que moi, actuellement, en tant qu'artisan, je peux voir tout ça. Ouais. Quand tu es en SAV boutique, comme je l'ai fait pendant une dizaine d'années, finalement, on a un champ d'action qui est réduit. Et moi, je vois beaucoup plus de choses, notamment la montre à diapason. J'en bricolais un peu parce que chez moi, quand en atelier, mais là, tu as beaucoup plus de modèles. T'as enlevé les œillères, quoi. C'est ça, là, on en fait plus. On voit l'horlogerie dans son intégralité. Encore, moi, je vois ça, mais il y a encore plein de choses qu'on ne voit pas. Quoi. Ah oui, c'est... l'horlogerie, c'est 5 siècles d'évolution, 5 siècles de culture technique, d'évolution, c'est... T'as de quoi apprendre. Ouais. Mais toute une vie ne suffira pas à faire le tour, c'est ça qui est... on peut pas. Bon, on va parler, puis on va conclure là-dessus. On va prendre les 3 modèles en ce moment que t'as retapés. Ouais, alors elles sont pas encore faites, mais je vais les retaper. On n'est pas loin. Et on fait le temps que je fasse l'épisode, t'as le temps de bosser un peu. J'ai le temps de commander les composants. En tout cas, je voulais vous les présenter parce que des fois, c'est aussi l'intérêt de ces vidéos-là, c'est de découvrir, d'apprendre et puis des fois de trouver des petites pépites. Donc encore une fois, l'Instagram et la chaîne YouTube de Paul en description. Et si vous voulez vous le contacter, vous appelez, passez un coup de fil. Ou vous passez à l'atelier. Mais là, alors ceux qui sont loin peut-être pas, mais on va vous présenter 3 petites montres qui sont sympas et qui certainement pourront vous intéresser. Donc là, je l'ai passé devant vite fait, mais est-ce que tu peux me dire ce que je vais présenter là? Comme ça, tu peux parler. Ça, c'est une Omega Constellation avec un mouvement 752. Donc, c'est la dernière évolution de la série 560 qui est certifiée chronomètre pour l'époque. Donc là, tu as déjà une certification chronomètre sur celle-ci? À l'époque, ouais. Alors, j'ai plus le certificat parce qu'à l'époque, tu avais le papier chronomètre. Bon, avec le temps, ça s'est perdu. Mais celles-ci, elles étaient certifiées chronomètre. Donc, elles sont passées par le COSC. Et les Omega Constellation, ce sont des montres qui sont souvent très appréciées par les amoureux d'Omega parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et celle-ci est dans un état absolument pas remarquable, mais le cadran il est parfait, la boîte elle est vraiment très très belle. Elle a été un petit peu portée, mais... un petit peu tapée sur le verre, mais c'est pas... Mais le verre il sera remplacé, de toute façon je vais faire un service complet, le verre sera remplacé. Ah oui, parce que tu as agréé. Voilà, maintenant j'ai accès à tout ça, donc il y aura le verre d'origine. Le verre plexi, c'est bien de les remplacer parce que le plexi, c'est du plastique, ça vieillit. Ça se évite quand même. Ouais, ça se réévite. Puis les matières plastiques, elles peuvent travailler un petit peu, donc on met un verre plexi neuf, tout qui est disponible. Je peux l'avoir facilement, autant en profiter. Quoi. Donc ça, c'est des pièces que tu vendrais combien ça? Celle-ci, elle sera autour des 1200 €, totalement révisée, avec du coup une facture d'intervention de atelier, donc une garantie de 24 mois. Avec un cuir neuf et avec une boucle Omega, boucle d'origine Omega. Qui est là de toute façon. Mais alors celle-ci, celle-ci c'est une vieille, mais on pourra en mettre une neuve. Mais effectivement, ouais, c'est... Ouais. Donc petite Omega Constellation, 1200 €, mais totalement révisée. Effectivement, état remarquable. Ça date de quand ça? Celle-ci, 75, 76, je pense. Je crois que c'est les dernières. Ah, puis c'est écrit, tu as un chronomètre officially certified. Ouais. Ah oui, raconte pas de bêtises. Non, je dis pas le contraire. Non, celle-ci est vraiment très belle. Donc ça peut être cool à 1200 balles. Ouais, à 1200, ça part. Ouais. Mais c'est des petites pièces qui partent bien en plus. Ouais. Pour 1200 €, on a un produit d'une qualité exceptionnelle. Le mouvement, il est... Cadran gris soleillé, jour date. Le mouvement, il est parfait. La pièce, elle est parfaite. C'est des petites pépites. Ça, c'est une petite pépite, ouais. Deuxième pépite. Vas-y, je t'en prie. Alors, je sais pas si on la verra bien à la caméra, je vais les mettre de loin, mais je mettrai plutôt une petite vidéo en plus. Ça, c'est pas un peu plus courant, mais un peu plus exclusif, c'est une chronostop, Omega Chronostop. Donc c'est la base du mouvement Lemania qu'on voit sur la Speedmaster. Alors là, elle n'est pas révisée, elle ne fonctionne pas très très bien. Mais c'est la base du mouvement Lemania qu'on trouve sur la Speedmaster. Ils ont enlevé pas mal de pièces et on a juste un poussoir pour faire marche, arrêt, stop de la trotteuse. Voilà, donc le chronostop. Donc celle-ci, elle va être pareil, entièrement révisée. Très joli. Ouais. Le cadran aussi est pas mal, hein. Ouais, le cadran, il est parfait. Il est légèrement piqué à 2-3 endroits, mais c'est pas méchant, ça se voit quasiment pas. Ouais. Non, mais pour en avoir vu certaines, là, pour le coup, comme ça,
l'état est quand même très très bon. Bah souvent, après, c'est des montres qui ont été portées. À l'époque, on les achetait pour les porter. Les 70, pour la garder en coffre, ça sert à rien. Ouais. Ça se vend combien? Autour des 1500 €, j'aimerais la vendre 1500 €. Pareil, là, c'est pas un plexi d'origine, donc je vais mettre un plexi d'origine. Changement du poussoir, des couronnes pour avoir une étanchéité parfaite. Bah, le service full Omega, ressort de barillet neuf, pareil. Là, c'est pas la boucle d'Omega, mais on mettra une boucle Omega, un joli cuir. Mais par contre, sur ce cuir-là, ça passe bien en plus. Hein. Ouais, ça peut. Ouais. Après, souvent les cuirs, on aime bien avoir un cuir neuf quand on achète une montre d'occasion, donc on mettra un cuir neuf. La couleur, la qualité du client. Donc là, 1002, 1005. Ouais, 1005, ouais, 1005. Et là, on termine par la dernière, donc on monte tranquillement en prix, mais celle-ci, elle est vraiment... Celle-ci, je l'ai passée. Ah ouais, elle te plaît bien Ah, ça y est, voilà. Il est SAV, mais il est vendeur quand même. Ah, un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Omega Speedmaster automatique, donc la version pas courante, donc là un peu plus habillée que la Speedmaster. La Speedmaster qui est quand même une montre très sport. Là, on est sur boîte acier or, cadran blanc, donc très lumineux. Ouais. Une montre sur un bracelet cuir, donc très habillé. Et puis on est sur un Valjoux 7751 qui est équipé du jour, de la date, du mois, de la phase de lune. Et en plus les fonctions chronographe avec compteur d'heures, compteur minutes. Ça, c'est très joli. Ça, c'est très sympa. Je trouve que c'est une montre qui est complète en termes de... Tu vois, en termes de... On peut pas faire plus complet, là. Je perds les mots, mais en termes de complications, justement, elle est complète, mais surtout, elle est esthétiquement bien amenée. Tu vois que le sous-cadran en 9 heures, il est plus petit que celui de midi, mais c'est pas disgracieux. Tu as le logo Omega qui est sur la droite, ils n'ont pas tronqué d'index. Enfin, franchement, c'est très, très, très joli. Ouais, automatique. Donc celle-ci, on n'a pas à la remonter tous les jours. On la prend, on la remonte, et puis tant qu'on la porte, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Oui, parce que les deux autres, on l'a pas précisé, mais celle-ci, tu es en remontage... La chronostop est la remontage manuel, hein. Voilà. Et celle-ci automatique par contre, celle-ci. Ouais, celle-ci automatique. Sur l'autre, celle-ci, par contre, c'est un montage manuel, c'est un montage manuel. Tandis que celle-ci, voilà, là on est sur une version automatique, excessivement fiable. Il n'y a pas grand-chose à refaire par contre sur celle-là. Hein. Un gros entretien. Un gros service, un polissage sans trop, mais voilà. Mais je vais quand même faire le service complet, c'est-à-dire remplacement des poussoirs, de la couronne, tous les joints, étanchéité. Cette montre elle est étanche, donc on peut déjà être plus moderne, hein, des années 90, là, 95 à peu près, donc on est étanche, on peut déjà aller plus facilement aller dans l'eau avec, si on par inadvertance on oublie de l'enlever. Ça c'est pas courant ça. Ouais, on est sur un produit plus moderne, donc avec les technologies modernes, et ouais. Et là, on va être autour des 3500 € quand même. J'aimerais bien la vendre 3500 €. Ouais, mais c'est ce que ça cote. Hein. Et puis, c'est encore une fois, c'est pas courant, petit diamètre. On ne vous a pas précisé, mais ça, si vous connaissez un peu les rêves, vous tapez. On est sur quoi? Sur un bon 38, je crois. Hein. 40 peut-être, non Ouais, si tu rajoutes. Ou un peu plus, mais. Ouais. Mais là, on a un produit fiable, habillé, élégant. Et puis, ça reste une Speedmaster, donc on a quand même un pilier de l'horlogerie aussi. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, une belle pièce. Donc là, 3005, tu m'as dit? Ouais, 3005, ça partira. Bon, on vous a présenté 3 petites pièces sympas, mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui traînent dans les tiroirs. La dernière fois, il y avait une Vacheron qui est partie. Ah, la Vacheron, donc, des fois, il ne faut pas hésiter. Non, mais c'est pour dire, il ne faut pas hésiter des fois de passer un petit coup de fil. Ouais, parce que des fois, si vous êtes des amateurs vintage et que vous cherchez à mettre des belles pièces dans une collection, tu as des trucs qui traînent. Là, une petite Belmatic aussi. Oui. Ça coûte moins cher. Oui, là, c'est très cool aussi. Il y a des chronos Seiko. Des petites boulettes de chez Citizen, comme tu veux vider, mais ça, on a dit extra, comme tu veux vider un peu ta collection. Mais en tout cas, il y a des belles pièces. N'hésitez pas encore une fois à contacter Paul pour tout ce qui est SAV. Il n'y a pas de limite. Moi, je vais déjà amener, là c'est la 3e que j'ai déposée. Ça se passe bien. Donc on fait ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Et puis surtout, vous faites marcher un artisan local qui s'est mis dans un bled paumé en Meurthe-et-Moselle. Je place ma petite pique. Mais voilà, en tout cas, j'étais ravi de faire cet épisode avec toi. C'était très sympa. Partagé. Et puis, écoutez, n'hésitez pas encore une fois, Paul Linel, l'atelier du chronographe à Jarny. Paul, merci à toi. Merci. Et puis tout le monde, à bientôt pour un prochain épisode. Salut. À bientôt.